Bonjour. Tout d'abord, nous remercions les organisateurs du colloque de s'être démenés pour offrir cette possibilité de présentation dématérialisée. Cependant, c'est la première fois que nous réalisons un tel exercice et nous demandons d'avance votre indulgence. Et pour finir avec cet avant-propos, il faut préciser que cette intervention n'est qu'une présentation préliminaire des données. En effet, nous sommes en plein post-fouille. La plupart des études sont en cours. Nous ne présenterons donc ici que des données sorties de fouille. Donc, en juillet 2018, un diagnostic réalisé par l'INRAP à Saint-Mémy, dans la Marne, révèle des traces d'occupation de la période néolithique et de l'âge du fer. Une prescription est donc émise par l'État sur une surface de 5000 m². La fouille a été réalisée en 2019 sous la direction d'Isabelle Richard. Elle a révélé la présence d'un hypogée néolithique. Le contexte. Le site s'implante en rive droite de la vallée de la Marne. Il se situe à une altitude de 89,80 mètres NGF sur le coteau d'une proéminence, le mont Michaud. Celui-ci culmine à 118 mètres, à moins de 2 km à l'est du site. La sépulture est orientée sud-est-nord-ouest. Elle est perpendiculaire à la pente et parallèle à la Marne. Elle est creusée dans des grèzes crayeuses litées correspondant à des dépôts de pente soliflués au Pléistocène qui scellent une basse vallée alluviale vexélienne de la rivière. Cette situation géographique est un peu surprenante pour l'implantation d'un hypogée, mais pas inédite. En effet, la majorité des hypogées connus dans la Marne se situent à l'ouest du département, entre Épernay et Sézanne. Ils sont principalement installés sur les flancs des coteaux du plateau de Brie, à gauche sur l'écran. De plus, le plus grand corpus connu à l'heure actuelle se situe dans les marais de Saint-Gon, où la cuista est percée par la rivière du Petit Morin. L'hypogée de Saint-Mémy, à droite sur votre écran, s'implante donc à 25 km à l'est de celle-ci. Cependant, elle ne prend pas place dans une zone vierge de vestiges funéraires de la même période. Ainsi, sur l'incommune de Saint-Mémy, une sépulture collective a été découverte et détruite lors de l'exploitation d'une sablière à 1 km à l'ouest de la présente fouille. À 3,5 km au nord-ouest de Saint-Mémy, à Châlons-en-Champagne, 3 autres hypogées, eux aussi creusés dans des grèzes, ont été découverts lors de l'exploitation d'une balastrière. Enfin, à 15 km au nord de Saint-Mémy, un hypogée est fouillé dans la vallée de la Velle, à Bouy. Bien que ces découvertes soient peu nombreuses, elles démontrent la présence de ce type de structure dans la Champagne crieuse. L'opération initiale, réalisée par l'INRAP, s'est déroulée en 2019, sur une durée d'1 mois. Elle a permis la mise au jour de 2 fosses préhistoriques contenant des os, 4 fosses de chasse, 3 silos, 4 sépultures de l'Athénancienne, un fossé et des traces d'une exploitation de sable récent. Le nettoyage en plomb d'une grosse fosse ovale, en partie perçue au diagnostic, et d'une structure linéaire attenante a permis l'identification d'une unique structure. Par la suite, des sondages réalisés en quinconce ont révélé un creusement linéaire en pente douce aboutissant sur un creusement plus profond contenant une calotte crânienne à 50 cm de la surface. Le sondage réalisé dans la grosse fosse a révélé des ossements à une profondeur d'1,20 m. Cette fois, la structure a été identifiée comme hypogée. À la suite, le service régional de l'archéologie a immédiatement déclenché une procédure de découverte exceptionnelle. Dans l'attente d'une nouvelle phase d'investigation, une protection de la structure a été mise en place. Pose de bitume, remplissage des sondages avec du sable, blanchage et de nouveau du sable par-dessus. 3 mois ont été nécessaires pour monter cette nouvelle opération. Il a fallu recruter une équipe d'archéanthropologues et réunir un comité scientifique de suivi. Enfin, de nouveaux moyens techniques ont été mis en œuvre. Suite à la découverte d'anomalies dans le sous-sol de la première phase de terrain, une étude géophysique a également été réalisée aux abords immédiats de l'hypogée afin d'éclairer son environnement proche. En effet, les hypogées sont fréquemment organisés en nécropoles. La présence d'autres structures funéraires n'était donc pas exclue. Des tests ont d'abord été effectués à la sonde champenoise, puis avec un appareil de prospection géophysique.
Cette étude géophysique nous a donné quelques sueurs froides en révélant la présence à quelques mètres au nord de l'hypogée d'un important vide strictement parallèle à celui-ci. Lors du démarrage de l'opération, nous avons donc commencé par tester ce vide afin de savoir si nous avions un second hypogée à proximité du premier. Il s'avéra par la suite que ces vides correspondaient à des tassements de couches géologiques. La fouille de l'unique hypogée a donc commencé. C'est par la documentation du couloir et de l'antichambre que cette nouvelle opération a débuté, avec le prolongement des coupes réalisées pendant la première opération. Une coupe longitudinale a été effectuée dans la chambre, puis des prélèvements micromorphologiques ont été effectués dans le couloir et la chambre. Une fois le sommet de la couche d'ossement atteint, un enregistrement photogrammétrique 3D de la partie supérieure de la chambre a été effectué, ainsi que le prélèvement d'un fragment de paroi présentant des traces d'outils. Après l'acquisition de ces premières informations, il a été décidé, pour des raisons de sécurité, de descendre mécaniquement les abords de la chambre jusqu'au niveau des premiers ossements. L'investigation de la couche d'inhumation s'est déroulée en 10 démontages sur 2 mois, à 4 personnes en moyenne. La fouille a été réalisée à l'aspirateur avec prélèvement intégral du sédiment par passe et par carré de 1 mètre maximum de côté, chaque carré ayant été aussi sous-divisé en carrés de 50 cm pour l'enregistrement des éléments mobilisés à la fouille. Chaque élément, os, mobilier, faune, a été enregistré en numérotation continue, par passe, identifié précisément et positionné, phase d'apparition, orientation, altitude. Dès la phase de fouille, certains ossements affichant des cohérences anatomiques ont été traités en entités anatomiques. Chaque pièce osseuse et chaque EA a fait l'objet d'une estimation d'âge et de sexe au moment du démontage, permettant ainsi d'avoir une première évaluation de la population inhumée au plus tôt de l'intervention. L'architecture. La structure est composée d'un couloir en pente douce à 8 degrés, de 3,80 m de long pour 50 cm de large en moyenne. Il présente une profondeur conservée entre 6 cm et 40 cm et il mène à une antichambre de 1,40 m sur 90 cm. La profondeur conservée de la chambre est d'environ 1 m. Celle-ci permet d'accéder à une chambre funéraire par un passage étroit. Cette chambre est de forme ovalaire et couvre une surface de 6,6 m². Elle fait environ 3,30 m de long sur 2 m de large, pour une profondeur maximum conservée d'1,80 m environ. Elle ne présente ni pilier de séparation ou mur de renfort, ni banquette latérale. L'effondrement du plafond l'a comblé de sédiments, la protégeant ainsi d'éventuelles profanations. L'érosion importante du site n'a pas permis d'avoir une vision complète de la séquence stratigraphique jusqu'au niveau de circulation contemporain. Ce dernier peut cependant être estimé par l'analyse géomorphologique à au moins 1 mètre au-dessus du niveau actuel. La couche d'inhumation, d'une quarantaine de centimètres d'épaisseur, a livré plus de 7400 os ou fragments d'os humains. Ceux-ci sont répartis sur presque toute la surface de la chambre, laissant un espace vide d'une cinquantaine de centimètres devant l'entrée. Les secteurs les plus denses se trouvent le long des parois et plus particulièrement vers le fond de la chambre. Les observations de terrain ont permis de mettre en évidence qu'un certain nombre d'individus est en position primaire et que leur décomposition a eu lieu sur place, tandis que d'autres ossements semblent avoir été manipulés. En outre, un secteur parmi les plus denses a révélé une centaine de fragments d'os humains brûlés en position secondaire. L'absence de traces de feu au sein de la structure ainsi qu'un mélange de ces ossements brûlés avec des ossements non brûlés sont des indices d'une crémation effectuée à l'extérieur de la structure. Les corps ont été déposés majoritairement en position allongée sur le dos, les pieds en direction de l'entrée dans la chambre funéraire. Toutefois, 2 jeunes adultes reposent l'un à côté de l'autre selon une orientation inversée, tête vers l'entrée. Par ailleurs, un individu de sexe masculin est disposé à la perpendiculaire. Enfin, quelques individus, essentiellement immatures, reposent sur le ventre. Une organisation
une impression d'organisation spatiale s'est fait sentir dès la phase de fouille, avec notamment la forte présence de très jeunes enfants contre la paroi nord-ouest de la tombe. Par ici. J'ai une macture déposée sur le ventre. Un premier décompte, réalisé à partir du nombre de blocs crânio-faciaux enregistrés dans l'inventaire de démontage, révèle un nombre minimum de 53 individus, dont 32 immatures, de 0 à 20 ans, au moins 23 d'entre eux ont moins de 10 ans. Les 21 os coxaux droits appartenant à des sujets de plus de 15 ans ont permis l'identification de 8 femmes et 6 hommes. Toutes ces données seront bien sûr révisées avec l'étude des ossements en laboratoire. Le mobilier. Le mobilier retrouvé dans la couche d'inhumation comprend plus de 400 éléments. La céramique y est absente, comme dans la majorité des hypogées de la Marne. L'industrie lithique compte 64 pièces, dont un briquet, une hache, une trentaine d'armatures tranchantes et une quinzaine de lames. L'industrie osseuse se signale par la présence d'au moins un poinçon et une gaine en bois de serre. Mais c'est la parure qui est la mieux représentée avec plus de 330 pièces, dont près de 250 perles circulaires en calcaire, une dizaine de perles tubulaires, une quarantaine de dents perforées et au moins une vingtaine de coquillages. 3 pendentifs en quilles viennent compléter cette panoplie. Dans certains cas, il a été possible d'associer ces objets à des individus, notamment 2 colliers de perles autour des cous d'un enfant et d'une femme adulte. L'analyse de la dispersion des objets permettra sans doute, à l'instar de ce qui a été observé sur d'autres sites, d'appréhender les modalités de ces dépôts. On peut d'ores et déjà mentionner le dépôt de la hache découverte dans la partie antérieure de la chambre. Sa position au niveau du seuil d'entrée l'apparente à un dépôt collectif. Cet assemblage de mobilier est caractéristique de ce qui a été retrouvé dans les hypogées pour lesquels les informations sont disponibles. Et si toutes les études de mobilier ne sont pas terminées, il est déjà possible d'affirmer que l'hypogée de Saint-Mémy a fonctionné dans le courant du néolithique récent. L'exploitation des données est à peine amorcée. Cependant, l'utilisation des nouvelles technologies alliées à la mobilisation des archéosciences, comme la micromorphologie, l'anthracologie, la carpologie, permettra, nous l'espérons, de comprendre le mode de fonctionnement de cette hypogée dans l'espace et dans le temps. Une analyse ADN, dans le cadre d'un projet intitulé « Études paléogénomiques des populations humaines du bassin parisien entre le néolithique et le XVIIe siècle », porté par le Muséum d'histoire naturelle, va séquencer 20 échantillons afin de déterminer le sexe biologique des individus, les relations de parenté, certains traits phénotypiques, ainsi que la diversité génétique de la population inhumée. Nul doute que la découverte de l'hypogée de Saint-Mémy viendra renouveler les connaissances des sépultures collectives dans ce secteur méconnu et autorisera sa confrontation à celles déjà étudiées par ailleurs dans le département et dans les régions voisines. Nous vous remercions de votre attention.